Bonjour Étienne. Bonjour. Séguier. Donc vous êtes journaliste à l'hebdomadaire La Vie et formateur en développement personnel. Donc, dans l'association Cultive tes talents que vous avez fondée, vous proposez donc un coaching personnel chrétien. Vous avez publié Cultive tes talents, nourrir sa foi avec le développement personnel, donc aux éditions DDB, et Traverser les épreuves, méditation sur le chemin de croix aux éditions Empreinte, temps présent. Donc vous êtes, je crois qu'on peut le dire, un spécialiste de l'énéagramme. On essaye. Voilà. Et donc vous venez de publier ce livre qui est devant moi, Élargis l'espace de ta tente, énéagramme et foi chrétienne. Voilà. Donc l'énéagramme, un mot qui reste encore un peu compliqué pour certains, qui peut rester même un peu barbare pour d'autres. En tout cas, dont on entend de plus en plus parler, qui est de plus en plus à la mode. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, nous situer un petit peu ce qu'est l'énéagramme? Oui, donc énéagramme, ça vient du grec énéa, ce qui veut dire neuf, et gramma, une figure. Et en fait, c'est un outil de connaissance de soi qui distingue 9 types de personnalités. Et chacun d'entre nous a un peu en lui de ces 9 types de personnalités. Mais ce que dit l'énéagramme, c'est qu'on est surtout proche, on se définit surtout par un de ces profils. Alors, comment se définissent les profils? Par leur excès. Il y a quelque chose d'excessif dans chaque profil. Et donc, souvent, j'aime bien présenter l'énéagramme par une image qui est l'image du bras droit. Alors, voilà, j'invite les gens à regarder mon bras droit, qui est, comme vous pouvez le voir, très beau et très fort, bien sûr. Et depuis que je suis né, j'ai appris à cultiver ce bras droit. Quand je rencontre une difficulté, je me sers de ce bras droit. Et l'énéagramme dit il y a 9 façons d'être fort, 9 façons d'avoir un bras droit musclé. Mais il dit aussi, attention, on ne se définit pas que par ce bras droit, que par ce côté droit de nous-mêmes, où on est fort, on est une personne, un être entier, on a aussi un bras gauche un peu moins musclé, pour le dire autrement, d'autres aspects de nous-mêmes que l'on gagnerait à développer. Alors, si je prends juste un exemple, parce qu'il y a 9 profils, on n'a pas le temps de faire les 9 profils, mais si on prend l'exemple du premier profil, le profil 1, ce sont des personnes qui ont comme bras droit, comme qualité d'être rigoureuses et précises, et il est bon dans la vie d'être rigoureux et précis, bien sûr, mais qui, à force d'être trop dans ce côté-là d'eux-mêmes, vont devenir perfectionnistes. On voit bien donc comment une qualité, qui demeure une qualité rigoureuse, peut devenir par ses excès un défaut du perfectionnisme. Voilà. Et donc pour elle, l'énéagramme va dire prenez conscience que quand il y a une difficulté, votre premier réflexe c'est d'être rigoureux et précis, et que peut-être de temps en temps vous pourriez développer d'autres qualités de vous-même qui sont la créativité ou apporter de la légèreté. Voilà. Alors comment avez-vous découvert personnellement l'énéagramme et qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, en fait, je suis tombé d'abord sur un premier livre que j'ai commencé à lire, et puis je me retrouvais un peu dans tous les profils, et du coup, je veux les refermer en disant, mais... C'est lequel pour qu'on l'enlève? Il y est plus. Et puis, 2 ans plus tard, je suis revenu sur un autre livre, et j'ai cru découvrir un profil qui est... le profil 8, le profil 8, c'est des personnes qui ont beaucoup d'énergie et elles apportent cette belle énergie, et donc qui dès qu'elles ressentent une colère, ils l'expriment. Et ce qu'elles apportent à la société, ce sont des grands réformateurs. Et alors des grands réformateurs qui parfois plus ou moins respecter les règles, voilà, mais elles apportent ça. Et j'ai cru reconnaître une personne avec qui j'étais en conflit dans ce profil-là. Et donc du coup, je suis allé faire un stage, et en fait j'ai compris avec le stage que peut-être c'était pas forcément la personne n'était pas forcément de ce profil-là, mais je me suis dit tiens, voilà un outil qui va m'aider à comprendre que d'autres personnes réagissent différemment que moi. Alors, est-ce qu'on est condamné à rester dans un profil toute notre vie ou est-ce qu'on peut changer de profil? Alors pour cette grille de connaissance de soi, l'énéagramme dit qu'effectivement on reste à vie marqué par un profil, mais qu'on peut développer d'autres qualités appartenant à d'autres profils, et c'est ça qui est passionnant dans la vie, c'est effectivement, mais toujours avec ce système, c'est-à-dire dès qu'il y a une difficulté, je me tourne vers mon bras droit et je vais essayer de
choisir la solution que je connais bien, que je connais trop bien, et puis je me dis, est-ce que c'est vraiment la plus utile, la plus pertinente? Est-ce que je ne pourrais pas cultiver d'autres aspects de moi-même? Donc il y a toujours, on dit un profil, on dit un type, on dit aussi la base. Moi j'aime bien le mot de base, 9 bases, comme 9 camps de base, d'où on part, et après on peut aller cheminer dans d'autres vallées, découvrir d'autres contrées, mais c'est vrai que ça reste notre camp de base. Moi, j'ai trouvé personnellement votre livre remarquable, parce que pour présenter en tout cas l'énéagramme en si peu de pages, mais s'il fallait, puisqu'on est dans une librairie, s'il fallait lire un livre sur l'énéagramme pour ceux qui veulent approfondir, lequel conseilleriez-vous? Disons, moi j'aime bien l'ABC de l'énéagramme d'Eric Salmon, parce que je trouve qu'il présente l'énéagramme de manière assez précise. Il y a aussi des dessins, et c'est un livre que je conseille parfois aux personnes qui ont fait un stage avec moi pour le faire lire justement à leur conjoint, voilà, ou à leur enfant. Enfin, pour les enfants, il faut quand même qu'ils soient grands. Je trouve que c'est un livre qu'on peut lire voilà, en famille. Voilà. Alors, l'originalité un peu de votre livre, c'est justement de faire ce lien entre énéagramme et foi chrétienne. Donc vous avez un chapitre qui s'appelle Déployer son être en acceptant ses limites. En quelques mots, comment l'énagramme peut-il compléter, nourrir, déployer notre être et déployer aussi notre expérience spirituelle? Je vais prendre peut-être 2 exemples. Le premier qui m'est apparu dans les formations que j'animais, notamment sur les liens entre énéagramme et foi chrétienne, c'est que selon notre profil, on avait tendance à valoriser une image du Christ qui correspondait au point fort de notre profil. Et moi, je me retrouvais avec des personnes de mon profil, et comme par hasard, on était touchés par les mêmes passages et les mêmes figures. Et donc, moi, j'ai essayé de travailler là-dessus en disant, le risque, c'est que du coup, on aille chercher dans l'évangile que ce qui nous conforte, alors qu'il y a plein d'autres façons de percevoir la richesse de ce qu'apporte le Christ. Et là, je pense que dans un cheminement personnel, ça peut être intéressant que quand je lis tel ou tel passage, peut-être que je suis spontanément touché par telle personne, mais je peux être touché par telle autre figure. Je prends juste un exemple qui est l'exemple assez simple du bon samaritain. Il y a des profils, un profil 2. Le profil 2, c'est des personnes, le bras droit, c'est qui sont excellents pour comprendre les besoins et les attentes des autres. Alors ça, chez les chrétiens, c'est très valorisé, cette figure du serviteur, mais quand c'est systématique, ça pose des problèmes parce que les personnes oublient la belle personne qu'elles sont elles-mêmes. Bon, quand ces personnes-là lisent le bon samaritain, elles s'identifient au bon samaritain, mais avec l'énéagramme, elles peuvent dire, est-ce que moi, je ne pourrais pas être aussi la personne blessée dont les autres vont s'occuper. Donc là, on a un renversement qui est très intéressant pour ces personnes, c'est qu'elles ne sont pas toujours dans la figure du serviteur, mais elles sont aussi celui qui reçoit de la douceur, de l'attention des autres. Ça, c'est le premier point. Enfin, et le deuxième, c'est aussi dans la prière. C'est aussi un aspect que je développe dans le livre. On a des façons de prier qui correspondent souvent à nos façons d'être selon notre profil. Là, je vais prendre un autre exemple. Le profil 7. Le profil 7, son point fort, son bras droit, c'est qu'il voit toujours le verre à moitié plein. Il a toujours des raisons d'espérer et il voit toujours les choses de manière positive. Et dans la vie et par l'époque actuelle, c'est utile ça. Le problème, c'est qu'il fait toujours que ça, et du coup, quand il y a des difficultés, des ennuis, il a un peu tendance à les fuir. Voilà. Et du coup, il a développé une capacité à toujours être dans les idées et dans ce qu'on va faire dans 5 minutes. Là, il est presque déjà plus ici, il est déjà dans ce qu'on va faire après cette rencontre. Alors, ce qu'on a, en discutant avec des personnes de ce profil-là, j'ai pu constater que, par exemple, ils essayent de prendre des temps de silence. C'est un peu difficile pour eux parce que ça vient en concurrence avec d'autres activités plaisantes. Mais bon, quand ils prennent des temps de silence, ce qu'ils adorent faire, c'est méditer un texte de la Bible. Alors, méditer un texte de la Bible, surtout dans cette belle maison, il y a plein de livres sur la Bible. Bien sûr, c'est bon. Mais ce que dit l'énéagramme, est-ce que ça peut les aider, c'est peut-être aussi, ça serait bien que vous preniez dans vos temps de silence des vrais temps de silence et pas simplement des textes qui vont conforter ce que vous aimez bien faire, c'est-à-dire nourrir votre soif de nouvelles idées de stimulation, ne serait-ce par la Bible, mais essayer d'avoir des vrais temps où on va ne plus penser à rien. Alors votre titre, donc, vous avez peut-être un petit peu parlé, mais j'aimerais que vous développiez un petit peu. Donc c'est élargir l'espace de d'attente. Donc finalement, vous dites dans votre livre que justement il y a un côté négatif ou des côtés négatifs dans chacun des types et qu'on est appelé aussi à élargir l'espace dans lequel on est.
Alors, quelles sont finalement les clés, en prenant peut-être un exemple comme vous l'avez fait, quelles sont les clés justement pour élargir cet espace de notre tente? Effectivement, le risque, c'est que du coup, on côtoie toujours les mêmes côtés de sa personnalité. Et donc, à un moment donné, avec cet outil-là, on peut peut-être prendre le risque, mais peut-être aussi la chance, d'aller explorer d'autres côtés de soi-même. Ça, c'est une chose. Et puis aussi, peut-être, dans une démarche de foi, se mettre à l'écoute de choses qu'on maîtrise pas. Alors, chaque bras droit définit un domaine où on est très fort, on est très bon, mais on est encore dans la maîtrise. Alors, comment se mettre à l'écoute du souffle, comment se mettre à l'écoute de l'esprit, si on lâche pas un peu cette maîtrise du domaine où on excelle. Et donc en ce sens, c'est en ce sens on élargit l'espace de sa tente pour découvrir d'autres parties de soi-même, mais aussi pour se mettre en état de recevoir le souffle, dont on ne sait pas très bien d'où il vient ni où il va. Est-ce qu'on peut utiliser l'énéagramme tout seul? C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'une formation? Est-ce qu'il faut faire un stage? Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui veulent approfondir un petit peu cette méthode? Moi, je crois que c'est difficile de trouver son profil simplement à la lecture d'un livre, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Et surtout, on ne décrit pas son profil avec des comportements extérieurs. Je vais prendre un exemple. Une personne qui arrive à l'heure à une réunion, est-ce qu'elle est de profil 1 parce que elle pense que c'est important, c'est d'être rigoureux et précis dans son travail, il faut que tout le monde arrive à l'heure? Est-ce qu'elle est de profil 6 qui a tendance à survaloriser l'anticipation des risques et qui, pour pas avoir de problème avec l'animateur, arrive à l'heure? Est-ce qu'elle est de profil 7 parce qu'il se dit en arrivant à l'heure, je pourrais repartir aussi à l'heure et je pourrais faire une activité plaisante plus tard? Voilà, on ne sait pas. Donc attention, pas simplement à se décider simplement par quelques exemples. Et donc le mieux, c'est de faire un stage, et notamment pour se sentir en connivence ou pas avec d'autres profils. Ce qui se passe souvent dans les stages, c'est qu'à un moment donné, on expose un peu les profils, et puis après on dit, ceux qui se sentent peut-être du profil 1, mettez-vous ensemble et discutez. Et là, on se sent bien ou pas très bien avec ces personnes-là, et on comprend du coup que c'est peut-être pas son profil, on va en voir et discuter avec d'autres personnes. Et comment peut s'articuler, peut-être pas d'ailleurs, comment s'articule l'énagramme avec d'autres méthodes de connaissance de soi? Est-ce que vous utilisez d'autres méthodes en plus de l'énagramme? Alors oui, moi je transmets aussi ce qu'on appelle la communication bienveillante. Et effectivement, j'organise de temps en temps des stages où on utilise les deux approches. Et je trouve qu'effectivement, c'est très complémentaire ces formations, notamment sur la question des besoins. En communication bienveillante, quand il y a un problème, on va essayer de comprendre quels étaient les besoins malmenés de son interlocuteur et quels sont les besoins qui sont malmenés pour nous. Et là, ça a un lien aussi avec l'énéagramme, parce que l'énéagramme, c'est une façon de survaloriser un certain type de besoin. Et donc, si je suis en conflit avec une autre personne, est-ce que c'est parce que l'autre ne reconnaît pas le besoin que j'ai tendance à survaloriser, par exemple un besoin d'ordre, un besoin de précision chez l'un, ou pas? Voilà, donc il y a des passerelles très intéressantes, effectivement, de ce point de vue-là. Alors, j'ai une question qui m'a toujours interrogé. Voilà. Dans l'énagramme, donc il y a ce renvoi donc par triangle, je me mélange toujours les pinceaux, mais en tout cas c'est ça, le 6 renvoie par les flèches au 9. Oui, il y a des liens entre 6, 3 et 9. 6, 3 et 9. Voilà. Qu'est-ce qui fonde un petit peu, parce que on est quand même étonné quand on voit les gens présenter un peu la figure de l'énéagramme. Qu'est-ce qui fonde en fait je dirais, cette logique d'efficacité des nombres les uns vis-à-vis des autres? Oui, peut-être un petit mot donc pour dire souvent donc il y a ce cercle et puis il y a des chiffres qui sont reliés entre eux par des flèches. Alors ce que dit l'énéagramme, c'est que pour développer d'autres aspects que le bras droit, il y a des profils avec lesquels on entretient des liens privilégiés. Et les flèches matérialisent les profils avec lesquels on a ces liens privilégiés. Alors l'inconvénient, c'est que ça donne quelque chose d'un peu mystérieux, presque ésotérique. Et moi, par exemple, pour mon livre, j'ai fait le choix de ne pas mettre cette figure en couverture parce que je trouve que elle gêne et elle nuit à la compréhension. Voilà. Après, qu'est-ce qui fait que le 3 est plutôt en lien privilégié avec le 6 et le 9 avec le 6 et le 3? C'est un petit peu l'expérience des personnes qui ont fabriqué cet outil qui a constaté cette proximité-là. Voilà. Mais pour le reste, je pourrais pas en dire plus. D'accord.
Alors, vous avez donc créé cette association Cultive des talents. Quel est un peu son objectif, hein? Quel est un peu l'objectif de cette association et qu'est-ce que vous proposez dans cette association? Disons, moi je me suis formé donc à plusieurs techniques, donc ces deux techniques-là. Quand j'allais dans les formations, je me rendais compte que souvent il y a des questions de sens très vite, et des questions de sens de manière assez profonde. Après, la façon de répondre à ces questions de sens, eh bien, elles répondent à différentes anthropologies, parfois chrétiennes, mais pas souvent, parfois New Age, parfois bouddhistes, parfois athées. Et du coup, parfois, j'étais un peu gêné par le mélange un peu des genres, dans certains cas. Et j'ai eu à cœur de proposer donc une formation dans laquelle il est clair que l'anthropologie qui est la mienne est une anthropologie chrétienne. Après, ça ne veut pas dire que dans les formations que je propose, on parle de prière et de Dieu tout le temps, mais au moins le système de valeurs du formateur est clair. Et je trouve que dans ces techniques-là de développement personnel qui sont très utiles et très efficaces, c'est important d'être très clair sur le système de valeurs du formateur. Voilà. Et donc, je m'adresse aux chrétiens, mais je dirais s'il y a des non-chrétiens qui veulent venir, ils sont les bienvenus, mais c'est sur des bases claires. Je crois que c'est bien de préciser, pour peut-être que tout le monde ne le connaît pas, à la fois pour dire qu'on ne sait pas grand-chose de clair sur qui est à l'origine de cet outil. Certains citent le philosophe Pythagore. Parfois, on lit, on entend que les pères du désert, peut-être Évagre du Pontique, seraient à l'origine de cet outil. Je crois qu'il y a un consensus entre les formateurs chrétiens pour dire que non, les pères du désert n'ont pas inventé l'énéagramme. On peut trouver des choses qui se rapprochent de ça à travers leurs réflexions sur les péchés capitaux, par exemple, mais c'est pas notre prétention de formateur chrétien de revendiquer que les chrétiens seraient à l'origine de cet outil. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a toujours eu dans l'Église une tradition de réfléchir à partir de différents types de personnalités pour pas leur donner les mêmes conseils spirituels. Au IVe siècle, dans les déserts égyptiens, tous ceux qui y sont allés ont fait l'expérience que selon la personnalité, on vivait des choses un peu différentes dans la relation aux autres et dans la relation à Dieu. Donc voilà, il y a toujours eu dans l'Église, chez les chrétiens, cette réflexion de dire on va pas dire la même chose à tout le monde, mais on peut pas dire que l'énéagramme a été créé par des chrétiens. Alors, est-ce qu'après on cite aussi, il y a des musulmans soufis, voilà, peut-être. Ce qui est clair, c'est que l'énéagramme tel qu'il est transmis aujourd'hui a été mis au point dans les années 70 aux États-Unis, en même temps que d'autres techniques de développement personnel comme la PNL, l'analyse transactionnelle et la communication bienveillante. Là, on peut vraiment identifier les personnes qui ont mis au point l'énéagramme moderne. Ça, c'est voilà, c'est ça que je voulais dire. Et comment est donc il est finalement apparu dans l'espace chrétien? Alors effectivement, oui. Ce qui est très intéressant, c'est que les jésuites ont joué un rôle important dans la diffusion de l'énéagramme, parce que des jésuites sont allés se former dans les années 70 aux États-Unis, et puis comme c'est un ordre international, et bien tel jésuite qui était formé a été nommé à Rome, a été nommé à Paris, à Chantilly, il y avait des choses aussi, et donc ils se sont mis à donner des formations, et ça a participé de la diffusion de cet outil.